Salut toi qui m'écoutes en ce moment, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Dans le cadre du défi 30 jours que je relève de Martin Latulippe, mon ami. C'est la capsule numéro 14 déjà. Et aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir avec moi un gars que j'ai rencontré dernièrement dans un salon, un gars super sympathique. Puis on s'est rencontré dans une circonstance assez spéciale parce que j'avais à promouvoir un produit. Bref, je vous sauve les détails par manque de temps. C'est un bonhomme qui est un coach en neuro. C'est un neurocoach, ça veut vrai dire, et conférencier. Il va nous partager un peu son parcours, Luc Cardinal. Mais avant, on va retourner dans l'époque des années 90 où ce que Luc a eu à faire un switch, je dirais, de 180 degrés qui l'amène à l'homme extraordinaire qui est aujourd'hui inspirant. Luc, à toi la parole. Comment ça va aujourd'hui? Premièrement, c'est de recevoir ça, un homme extraordinaire et inspirant, ça commence avec... je suis vraiment rendu là, moi, là. Mais dans les années 90, en fait, c'est ça, j'avais créé au Québec Mika Ressources en gestion, qui était le pendant québécois de Mika Management Resources, qui était la plus grosse boîte de consultation puis de formation au niveau du management soft skills, donc un peu le savoir-être des années 90. Savoir-être, OK. Ouais. Puis là, j'ai eu la chance de travailler avec des grands noms, là, comme Stephen Covey, Edward de Bono, Tom Peters, Anthony Robbins et compagnie. C'est là que j'ai eu ma piqûre, d'ailleurs, pour le domaine dans lequel on est tous les deux. Oui, développement personnel, puis etc. Oui, puis moi, plus au niveau de l'entreprise. Mais tout ça pour dire que j'avais la vie de rêve, là, tu sais. J'avais un beau bureau sur McGill College à Montréal. Je voyageais régulièrement à Toronto, à Vancouver, à Chicago. Je travaillais avec des belles personnes. J'avais un catalogue, là, à peu près un demi-pouce d'épais avec tous les grands noms de la gestion à travers le monde. Puis c'était comme les who's who, là, tu sais, de l'industrie, là. Fait que j'étais fier, là. J'étais vraiment Fait qu'on peut dire le American Dream. Ben absolument. C'est la maison, une belle famille, une femme que j'aime, des beaux enfants. Tout était parfait, mais... en dedans, vide. Oui, c'est ça. Puis quand quelque part, tu l'as dit, l'American Dream, mais sans trop m'en rendre compte, je m'étais comme perdu. Puis je réalisais, dans le fond, c'est dans ces années-là, à travers Mika, que j'ai réalisé que j'engageais plein de monde pour faire des choses que moi, j'avais envie de faire. Moi, j'avais envie de donner de la formation. Moi, j'avais envie de coacher des gens. Mais j'étais le président d'une entreprise qui engageait d'autres mondes pour le faire. Fait que j'étais malheureux. Puis encore plus malheureux à ce moment-là, parce que là, j'étais sur le terrain. Puis moi, je voulais être le joueur sur le terrain, mais j'étais encore un peu assis dans les estrades ou peut-être sur un coach sur le bar ou quelque chose dans le style. Là, mais la vie était généreuse. Elle t'envoyait des signes lentement mais sûrement. T'envoyait des joueurs qui te confrontaient avec la vision que tu pourrais développer éventuellement. Effectivement. D'ailleurs, j'ai eu un coach, Robert Sherrick, je sais jamais il entend ça, c'est lui, Robert. Robert! Qui m'a fait voir, en quelque part, que ce que je voulais réellement, je n'étais pas dedans, pas en tout, là. C'est ce qui m'animait intérieurement, mon rêve de ma vie à moi. Puis c'était en quelque part, c'était un peu comme si j'étais dans la vie de quelqu'un d'autre. C'était comme un peu bizarre de réaliser ça. Puis là, il m'avait demandé, c'est tout ça que tu veux vivre, cette vie-là, là, qui semble t'animer? Je dis, oui, c'est en plein ça que je veux, là, tu sais. Puis j'en souviens encore Robert qui me regarde, puis il dit, t'es prêt à t'engager à ça, là? Je dis, oui, c'est ça que je veux. Mais il dit, parce que tu vois-tu le gouffre entre où est-ce que tu es en ce moment et là où tu veux être? Le gouffre. Le gouffre, il l'a vraiment appelé de même. C'est comme, si tu t'engages à ça, ça risque de brasser dans ta vie. Puis effectivement, je me suis engagé à ça, une façon un peu innocente à ce moment-là. Moi, je pensais que tout irait bien, ça serait facile. Tu sais, c'est comme, ça a passé par quoi? Quitter l'entreprise pour laquelle j'étais à ce moment-là, avec Mika, vendre mes parts dans l'entreprise, séparation, divorce, déménagement, faillite, tout y a passé. En peu de temps. En peu de temps, là, en l'espace de 6 mois à peu près. Là, après avoir rencontré le coach en question. Puis je dirais qu'aujourd'hui, je ne regrette rien, là, parce que, bon, j'ai la vie dont je rêvais, effectivement, mais ça n'a pas été facile. Puis pour moi, à travers tout ça, c'était de réaliser que comment ça que je me suis perdu à ce point-là? Parce que quand j'étais petit, je le savais en quelque part ce qui m'animait. Puis j'aimais ça, moi, aller plus loin dans qui on est en tant qu'être humain. C'est pour ça que j'étudie en neurocoaching. C'est comme, qu'est-ce qui fait qu'on est comme bien du monde, comme bloqué en quelque part, à vivre une vie qui nous ressemble peut-être un peu, mais c'est un peu comme... on se satisfait de croûte ou de miettes de pain là qu'on pourrait mériter le filet mignon, finalement. Oui, oui, mais en même temps, il y a comme... Moi, je suis un peu tanné aussi de ce discours-là, parce que c'est encore pour moi le rêve c'est pas américain. Le mien en passant. Mais tu sais que c'est comme, ah oui, telle affaire, mais ça n'a tellement rien à voir avec l'extérieur. Ouais. C'est, est-ce que je suis en train de contribuer quelque chose? Je suis au service de quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Ouais. Puis le problème aujourd'hui, c'est qu'on est tellement stressé qu'on est déconnecté de ces parties-là. Puis c'est ça que j'ai appris quand j'ai étudié le neurocoaching avec Guy Horé, que je salue aussi en passant. C'est à quel point on est pris dans notre boîte des conditionnements. On a été conditionné pendant 20, 21 ans de notre vie. Puis c'est ça qui mène tout.
Puis on pense qu'on prend des décisions. Il n'y a rien dans le présent qui se passe, tout le passé qui prend une décision. Quand j'ai réussi en quelque part, moi, à me sortir de là, puis ça a pris pas mal d'années, pour arriver à un moment comme aujourd'hui où je suis plus présent. Je ne peux pas dire que je suis encore présent tout le temps, là, mais j'ai fait des progrès. Puis c'est juste dans cette présence-là, dans le fait d'être ici maintenant, comme là on est en ce moment, il est où le temps? Là, maintenant que j'en parle, je pense que oui, j'ai une conférence dans une demi-heure, mais sinon, je peux être juste là avec toi, puis là, il y a un réel contact qui peut se développer. Puis c'est le défi de tous mes clients que je vois, que ce soit les entrepreneurs, des présidents, des vice-présidents, des directeurs des entreprises, c'est qu'ils sont tellement pris à régler des choses, à régler des problèmes, tellement focalisés sur des problèmes à régler, puis seuls et en équipe. La solution. Oui, qu'ils n'ont pas le temps vraiment pour s'intérioriser puis savoir pourquoi ils font ce qu'ils font. Puis, moi, te dire, c'est quand même fascinant de voir que la plupart ne savent pas vraiment pourquoi ils font. Pendant qu'on est là, tantôt, je trouvais ça fascinant, Luc, quand on partageait avant la vidéo, les dirigeants que tu rencontres souvent, tu me disais, la problématique majeure qui revient fréquemment, c'est qu'ils apprennent à plus être en contact avec leurs émotions parce qu'ils sont tellement en contrôle de leurs émotions, de bien gérer dans le domaine business, que quand tu leur demandes comment est-ce qu'ils se sentent, ils n'arrivent pas à répondre. Effectivement. Puis d'ailleurs, il y a certaines études qui le confirment. Là. C'est un peu comme quelque chose qu'on a observé sans trop s'en rendre compte. Depuis des centaines d'années, ceux qui sont promus dans les entreprises, c'est ceux qui ont un très haut contrôle émotionnel. Puis après 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans de contrôle, c'est plus du contrôle. C'est soit de l'oubli ou de l'ignorance émotionnelle. Puis effectivement, quand tu demandes à quelqu'un qui a vécu un stress avec un VP ou avec un autre employé, whatever, tu lui demandes, mais comment tu te sens dans la situation? Ils sont incapables de répondre. En fait, ils répondent, mais ils répondent à partir du mental que « Ah, ben j'ai pas aimé qu'il fasse ci » ou « bien j'aimerais mieux qu'il fasse ça » ou bien dans tel... J'aime pas ça être dans ce genre de situation-là. Mais il faut demander des fois 2, 3, puis 4 fois comment tu t'es senti avant qu'il arrive à dire « Ben j'aime pas ça, j'aime pas ça ». Et on dit ça, on ne voit pas comment il se sent. Juste que finalement, il peut s'arriver à dire « Ben je me sens pas bien là-dedans ». Bon, là, on progresse. Un jour, ils pourront pouvoir dire « Je me suis senti déconnecté ». Frustré, en manque de reconnaissance. Là, on devient plus précis. Puis c'est vital qu'on récupère ça chez les hommes, parce qu'il y a beaucoup d'hommes, naturellement, qui dirigent des entreprises. Parce que c'est cette déconnexion-là avec nos émotions, avec notre cœur, en quelque part, qui fait qu'on déconnecte avec nos employés. Puis je te parlais tantôt, Gallup a fait une étude qui a duré 20 ans. Ils ont sondé 1 600 000 personnes, 80 000 managers. La conclusion de l'étude, ce qui était sur pourquoi les gens sont heureux au travail, la conclusion de l'étude, c'est on entre en entreprise et on fit un patron. Mais pourquoi? Quand on regarde la recette du bonheur en entreprise, les 12 éléments, il y en a 9 là-dedans qui ont à voir avec le relationnel, le cœur, les émotions. Fait que c'est comme la route qui est inexplorée, puis moi, ben, je suis content qu'on l'ait inexplorée, parce que ça me fait toute une carrière en ce moment. Là. Parce que j'ai beaucoup de clients qui ont vraiment besoin de réhabiliter les émotions, puis de le voir comme un fuel, de le voir comme une énergie. Puis quand tu as le droit d'être vulnérable, puis tu te donnes le droit, quand tu as le droit d'être en colère, bien la colère, elle ne sort pas tout croche. Tu peux bien l'utiliser, ta colère. Tu peux bien utiliser ta joie. Tu peux bien utiliser ta frustration. Puis te rendre compte que c'est ça qui va t'aider à amener ton projet, mais surtout, qui va faire que tes employés te regardent et vont dire hey, lui, il est vrai. Parce que les nouvelles générations, ils n'en ont rien à foutre de notre titre. Là. C'est pas ça qu'ils respectent. C'est lui, es-tu vrai? Ce qui nous dit là où il s'en va, là, l'authenticité. Oui, puis l'authenticité, c'est quoi? C'est ce que je pense, ce que je ressens, ce que je dis, puis ce que je fais, qui est cohérence, alignement. Cohérence. Le mot, c'est exactement ça. Il y a une cohérence dans ce que je suis. Puis quand la cohérence est présente, bien, le monde allume. Là. Puis là, on peut les mobiliser, ils se motivent eux-mêmes à ce moment-là. On pourrait l'écouter pendant des heures, hein, Luc. En passant, c'est un conférencier qui est de plus en plus en demande, puis il a vraiment trouvé sa mission. Ouais. Puis moi, tu es en train de valider vraiment ce que je fais, le défi des hommes qui s'expriment. C'est tellement vital parce que le coût n'est pas juste sur les employés et les collègues, c'est sur nos partenaires amoureuses, nos enfants, notre communauté, de tous les gens qui nous environnent. Quand on n'est pas présent, puis on n'est pas en contact avec nos émotions, qu'est-ce qui arrive? Les gens se distancient puis ils n'arrivent plus à connecter avec nous autres. C'est intéressant que tu dis ça parce qu'après des milliers de coachings, on se rend compte que souvent, les gens ont décidé de travailler avec nous parce qu'on va travailler sur quelque chose au niveau de l'entreprise. Mais je te dirais que 75 à 80 des coachings, après, mettons, 1 ou 2 rencontres où on a fait connaissance, là, ont à voir avec la vie personnelle. Ont à voir avec les enfants. Ont à voir avec la femme.
ou avec le conjoint, en fait, quand on travaille avec une femme. Fait que parce qu'en passant, il y a beaucoup de femmes aussi qui vivent le même problème à l'entreprise. Parce qu'ils ont suivi le modèle masculin. Exactement. Heureusement, c'est en train de changer. Où la femme est en train de voir que son pouvoir à elle... Elle l'avait déjà à la base. Oui, puis qu'il y a à voir avec la réceptivité, qu'il y a à voir avec le fait de pouvoir accueillir. Quand on peut vraiment accueillir ça dans une entreprise. C'est pour ça que moi, j'ai refait mon entreprise. On a créé, Sylvie et moi, qui est mon associé, une entreprise qui est autant de masculin que de féminin pour réhabiliter ça. Parce qu'on l'a, nous autres, chez les hommes, cet aspect de réceptivité-là, cet aspect de communication avec notre intérieur, d'être capable de s'en servir. Puis c'est plus vrai que pour mettre ça de côté pour mener une business, c'est le contraire. Non, c'est le contraire. Les leaders inspirants, modernes, connectent avec leurs employés puis font sortir les talents de tout le monde, toujours en ayant une vision quand même, ils savent où ce qui s'en va. C'est pas mal le temps qu'on avait aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup, Luc. Merci, Perry. C'était vraiment inspirant. Vraiment, écoute, on pourrait en parler longtemps. Je vous dis à la prochaine capsule, puis entre-temps, continue de célébrer ta couleur unique chaque jour, celle qui te distingue puis te connecte aux autres. Merci, ciao! Salut!